Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20h sur Canal 7 à votre chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, 3 principaux titres. Burkina Faso, Thomas Sankara, la version de Mariam Sankara entendue par la justice burkinabé. Depuis lundi, la veuve du capitaine Sankara a été auditionnée. Objectif, mettre la lumière sur l'assassinat de son époux en 1987. Une situation qui permettra à la famille de faire le deuil. Côte d'Ivoire, économie, enfin une usine de chocolat à Abidjan. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a inauguré ce lundi la première usine de transformation de beurre de cacao du pays, un progrès considérable pour le premier producteur mondial de cacao. Gabon, santé, l'hypertension artérielle frappe 30% d'élèves gabonais. C'est une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville qui vient de le révéler, un pourcentage alarmant pour la jeunesse de ce pays. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce soir, Huel Abaga va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de la situation politique en République démocratique du Congo où l'opposition vient de rejeter le dialogue proposé par le président Joseph Kabila. Bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité brève et en images. Le président gabonais Ali Bongo Ndimba était ce matin à la cité Amissa Bongo Dangonje dans la jeune commune d'Akonda au nord de Libreville. Le chef de l'État a fait le déplacement pour ouvrir symboliquement un robinet, consacrant ainsi la mise en marche du nouveau château d'eau de la commune d'Akonda qui va garantir la fourniture de liquide précieux dans cette zone du pays. En effet, après 25 ans d'attente et 3 ans de travaux, l'eau est enfin arrivée à la cité qui porte le nom d'une sœur cadette décédée du président. Ali Bongo Ndimba commence ainsi à accomplir sa promesse d'apporter des solutions aux difficultés d'approvisionnement et c'est une nouvelle qui ne pourrait que réjouir les populations gabonaises. Direction le Burkina Faso, plus de 27 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, l'ex-président, lors d'un putsch et emporté l'ancien homme fort du Faso, Blaise Compaoré, au pouvoir. Mariam Sankara a été entendue ce lundi par la justice burkinabé, une audition qui symbolise le démarrage d'une enquête longtemps gelée sous l'ancien régime. C'est peut-être le début d'une longue saga judiciaire qui va permettre enfin à la famille du défunt de faire le deuil. Abdulaziz Maïka. La justice burkinabé a auditionné ce lundi Mariam Sankara, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Arrivée à 9h GMT au palais de justice militaire de Ouagadougou, Mariam Sankara, qui porte un faso d'âne Fanny bleu foncé et blanc, un pagne typique du Burkina dont le port était encouragé sous le régime de son mari, en est ressorti après un peu moins de 8 heures d'audition. Oui, ça a été long, mais je pense que ça valait la peine. Parce que le juge m'a entendu revenir sur ma plainte. Bon, je pense que c'est l'essentiel, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Mais je ne peux pas vous en dire plus, comme l'avocat a dit, c'est tout. Selon une source judiciaire, ces 6 dernières semaines, plusieurs auditions ont déjà eu lieu dans le cas de cette affaire, notamment celle de Valentin et de Blandine Sankara, respectivement frère aîné et sœur cadette de l'ancien président. Entendu pour la première fois dans le cas de cette procédure, tout porte à croire que cette audition lance véritablement l'enquête longtemps gelée sous l'ancien régime. Elle a été questionnée par le juge d'instruction sur un certain nombre de précisions. Elle les a apportées. Maintenant, nous pensons que le dossier va suivre son cours et nous sommes sereins dans la suite de ce dossier. Soulignons que la semaine prochaine, plusieurs autres enquêtes parallèles à l'assassinat de Thomas Sankara, révolutionnaire loué pour son intégrité mais aussi icône du panafricanisme, seront ouvertes. En attendant l'aboutissement de ces procédures, Benewende Sankara a été désigné dimanche candidat des sankaristes pour la présidentielle d'octobre. La page économique de ce journal conduit au Gabon la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent au sein des États de l'Afrique centrale. Au centre de cet atelier qui s'est ouvert ce matin dans un hôtel de la capitale, il s'agit bien de Libreville. Les travaux d'ouverture étaient placés sous l'égide du représentant du secrétaire général et du chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Le point des travaux avec Patricia Lydie-Mollet. Cet atelier rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route et d'une stratégie contre le terrorisme et la non-prolifération des armes en Afrique centrale. Le terrorisme n'a pas de caractère précis de sa création. Le Gabon, vous direz que c'est une œuvre de paix, et c'est vrai, nous avons cette chance chez nous.
Mais en termes militaires, on dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. Et le Gabon étant en solidarité avec certains membres de la région qui sont touchés par le terrorisme, dans cette formule, il a été institué à Brazzaville en décembre 2012 une stratégie africaine de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. L'implication de la sous-région s'impose, d'où cette mobilisation effective. La sous-région se soit mobilisée dans le cadre de la lutte contre Boko Haram à travers la CBLT et à travers la CEAC. Cette mobilisation a été validée déjà par l'Union africaine avec la mise en place d'une force multinationale mixte dans le cadre de la CBLT. L'endiguement doit laisser la place, doit s'accompagner du déracinement, c'est-à-dire de l'éradication de la menace. Et pour éradiquer la menace, entre autres choses, il faut un accompagnement en matière de mise en œuvre, en matière de sécurité humaine, mais également aussi dans la lutte contre le financement du terrorisme. La lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent n'épargne aucun État, d'où cette nécessité d'élaborer des stratégies adéquates. Du Gabon, la République centrafricaine, à l'entrée du principal marché de Bangui, kilomètre 5, où se sont réfugiés la plupart des musulmans de la capitale centrafricaine en raison des violences interreligieuses qui ont secoué le pays depuis décembre 2013. Un message de réconciliation était inscrit et Judith Koindo s'en fait l'écho. Réconcilions-nous, affirme une banderole à l'entrée du principal marché de Bangui, le kilomètre 5, où se sont réfugiés la plupart des musulmans de la capitale centrafricaine lors des violences interreligieuses qui ont embrasé le pays en décembre 2013. Victimes des milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka qui ont assassiné des centaines d'entre eux, les musulmans de Bangui s'étaient retranchés dans ce quartier protégé par l'ex-rébellion Seleka qui avait pris le pouvoir en mars 2013 avant d'en être chassé en décembre 2013, coup d'envoi des affrontements religieux. Le kilomètre 5 est l'un des points les plus sécurisés de la ville de Bangui aujourd'hui. Il y a de cela 2 mois, nous avons procédé à l'ouverture du commissariat du 3e arrondissement. On a mis en place, comme on appelle, le comité de prévention de la délinquance avec l'appui de la jeunesse, des femmes, de tous les chefs religieux, les notables de la localité, ce qui nous a permis, en colocation avec les forces internationales, de pouvoir assurer une meilleure survie et une meilleure sécurité de cette population-là. Mais il faut noter également que nous multiplions les patrouilles mixtes, forces de défense et de sécurité avec les forces internationales dans le 3e arrondissement pour pouvoir assurer une meilleure protection de la population civile. La réconciliation entre chrétiens et musulmans semble pourtant en bonne voie. Éloge Bouté, un vendeur chrétien de coton-tige, et Ali Outié, commerçant musulman de boucles d'oreilles, sont voisins et amis. Le quartier, avec son immense marché, est le poumon de la capitale. L'activité reprend peu à peu avec la pacification progressive du pays. Les clients se pressent désormais pour acheter manioc, épices, viande, riz, farine, sacs, lessive, casseroles, vêtements et bien d'autres. Nous nous rendons au pays de Félix Houphouët-Boigny, inauguré lundi par le président ivoirien Alassane Ouattara. La première chocolaterie en Côte d'Ivoire du groupe français CMOA va transformer le cacao en tablettes de chocolat et en pâte à tartiner qui sera destinée au marché ivoirien avant tout. Une première dans ce pays devenu depuis quelques mois le premier producteur de cacao. Judith Koindo. Une usine produisant industriellement du chocolat a été inaugurée lundi à Abidjan, une première pour la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, afin de stimuler et d'accompagner l'augmentation de la consommation locale. Nous avons souhaité que nous puissions, au-delà de la transformation en beurre et en pâte de cacao, de faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest. D'un coût de 6 millions d'euros, l'usine d'une superficie de 2000 m² et d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an va fabriquer pour la première fois à l'échelle industrielle du chocolat Made in Côte d'Ivoire.
Patrick Poirier, PDG du chocolatier Sémois, a espéré que l'arrivée d'une nouvelle chocolaterie chez le premier producteur mondial de cacao permettra aussi aux planteurs ivoiriens d'accéder enfin au plaisir du chocolat. En fait, ce qui est intéressant dans le marché sous-régional et son développement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une population qui va pratiquement être la population européenne qui peut être adressée aujourd'hui dans ce marché ouest-africain. Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir travailler d'abord sur la Côte d'Ivoire et bien sûr de pouvoir exporter sur ce marché sous-régional qui lui aussi est en croissance. La Côte d'Ivoire, avec plus de 35% des récoltes mondiales et une production record de plus de 1,7 million de tonnes en 2014, entend s'imposer dans d'autres secteurs plus lucratifs de cette industrie. Elle est en train de devenir le numéro 1 de la transformation de fèves selon des estimations de l'Organisation internationale du café et du cacao. Santé à présent, nous revenons au Gabon. Une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville a dévoilé il y a quelques jours que 30% des élèves gabonais souffrent d'hypertension artérielle. Un chiffre alarmant que les autorités compétentes devraient s'atteler à réduire. À la bagarre. Le 14 mai dernier, le Gabon célébrait la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle. Il y a 10 ans, cette journée a été instituée par la Ligue mondiale contre l'hypertension avec l'ambition de profiter de cette plateforme pour communiquer au public l'importance de cette pathologie et les graves conséquences qu'elle peut avoir sur la santé des victimes. Cette célébration a également permis au Gabon de faire un constat alarmant. 30% des élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires de Libreville sont hypertendus, selon une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville, le principal hôpital public de la capitale gabonaise. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on ne parvient pas à déceler les causes de l'hypertension artérielle dans 90% des cas. Les facteurs régulièrement cités sont l'âge, l'hérédité, le manque d'exercice ou le surpoids. Quoi qu'il en soit, les jeunes Gabonais atteints d'hypertension artérielle encourent d'énormes complications médicales s'ils ne sont pas pris en charge. Ils sont de potentielles victimes d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque ou rénale, de rétinopathie, d'artériosclérose, de troubles érectiles et de plusieurs autres graves répercussions. Les pouvoirs publics misent sur l'information des populations pour maîtriser les risques d'hypertension artérielle. Le gouvernement pourrait également faciliter l'accès au traitement pour ces jeunes Gabonais qui constituent en principe l'avenir du pays. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent chez l'être humain. La tension artérielle s'élève naturellement en situation de stress ou d'émotions intenses. On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension reste élevée en permanence, dépassant le taux normal qui varie entre 12 et 14 cm de mercure. Une situation alarmante qui devrait inquiéter les plus hautes autorités de la République gabonaise. Restons au Gabon, renforcer les capacités des gestionnaires des données dans le cadre de la lutte contre le paludisme. L'objectif de cette rencontre initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Cette rencontre voit la participation de toutes les régions sanitaires du Gabon. Des précisions avec Patricia Lidimouélé. Recueillir les données de qualité pour une meilleure prise en charge du paludisme, c'est tout le sens donné à cet atelier de renforcement des capacités des gestionnaires des données des régions sanitaires. Cet atelier vise d'une part à renforcer les capacités des gestionnaires de données et d'autre part à améliorer de manière significative et qualitative le système d'information sanitaire de notre pays. La pérennisation de telles actions en faveur des populations permettrait à coup sûr la mise en place d'un système sanitaire très fiable. Le système d'information sanitaire consiste à produire, à analyser et à diffuser en temps réel les données épidémiologiques d'une maladie, afin de permettre aux autorités d'un pays donné de prendre de bonnes décisions au bon moment pour améliorer la santé des populations. La capacité de collecter et d'exploiter les données sur le paludisme s'impose à tous les gestionnaires de régions sanitaires, lesquels devront au finish avoir une meilleure prise en charge du paludisme au Gabon. Hors du continent africain, le groupe punk rock finlandais constitué des membres atteints d'autisme et de trisomie est candidat à la finale du concours de l'Eurovision le 23 mai prochain. Ce sont leurs handicaps qui fascinent. Léa Hatsam revient là-dessus.
La Finlande sera représentée à la finale de l'Eurovision par un groupe de punk. Ils sont 4 hommes passionnés du punk et de la musique. Les candidats finlandais au concours de l'Eurovision attirent l'attention des médias parce que tous les membres de la formation sont atteints d'autisme ou de trisonomie. Les 4 quadragénaires se sont connus en 2009 au cours d'un atelier pour personnes atteintes de déficience intellectuelle. Nous travaillons au même endroit. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés et Perry est l'un de ces mecs qui écoutent du punk depuis 30 ans. Donc il nous a demandé à nous 3 de nous réunir et le reste, c'est de l'histoire. Perty, Carrie, Sammy et Tony se présentent comme des personnes amoureuses du punk et de la musique. Nous sommes 4 mecs qui aimons le punk, c'est tout. Nous sommes 4 mecs qui aimons la musique. La caractéristique unique qui distingue le groupe des autres concurrents de l'Eurovision n'est pas un handicap pour les membres du groupe. Encouragés par les téléspectateurs finlandais qui les ont désignés comme représentants de la Finlande au prochain concours de l'Eurovision qui aura lieu à Vienne le 23 mai prochain. Nous avons de nombreux fans. Nos fans sont les meilleurs fans du monde parce qu'ils sont toujours là quand on a besoin d'eux, à travers le monde, à travers l'Europe. Nous avons une large bande de fans parce que tout le monde nous aime. C'est un signal fort pour cet État d'Europe du Nord. Le groupe fait d'ores et déjà vibrer le pays scandinave. En Finlande, ce sont déjà de véritables stars. De la santé à la société au Gabon, le Conseil national de la communication est paralysé. Depuis lundi, le personnel administratif revendique entre autres une réévaluation de la prime de rendement, notamment pour les agents de l'institution rémunérés sur fonds propres. Marielle Biogou était sur place. Les portes de l'organe chargé de la régulation des médias au Gabon sont closes depuis lundi matin pour des raisons de grève du personnel. Selon des sources concordantes, plusieurs tentatives de négociation avec la hiérarchie n'ont pas permis d'aboutir à une prise en compte des revendications des agents du Conseil national de la communication. Ces derniers ont donc décidé d'exprimer leur ras-le-bol. Il y a plusieurs problèmes qui nous amènent justement à nous mettre en grève. Il y a d'abord le problème de la situation administrative d'une certaine catégorie d'agents employés ici depuis 2006, dont la situation administrative n'est pas encore clarifiée. Il y a le problème de la PIP, la prime d'incitation à la performance. Il y a également le problème de fourniture de bureaux, je dirais même du fonctionnement même de l'institution. Cette crise qui paralyse l'institution intervient alors que le gouvernement gabonais est à pied d'œuvre pour harmoniser le système de rémunération des agents de l'administration publique. Ce n'est pas le premier mouvement d'humeur enregistré dans cette institution. Au dernier trimestre 2014, les agents du CNC s'étaient déjà fait entendre sur les questions de primes et d'avantages sociaux. En tout cas, pour l'instant, rien ne permet de penser à une reprise du travail dans les prochains jours. Nous n'avons pas pu rencontrer les responsables de l'institution qui étaient absents lors de notre passage sur le lieu du mouvement. Un mot d'environnement, une réunion de dialogue sur le climat se tient à Berlin du lundi 18 au mardi 19 mai. Cette réunion dénommée Dialogue de Petersberg a été initiée en 2010 par la chancelière allemande Angela Merkel après l'échec du sommet de Copenhague en 2009. Une réunion qui doit déboucher sur un accord mondial pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Compte rendu de Léa Hatzam. La réunion du dialogue sur le climat se tient lundi et mardi à Berlin, où des représentants de 35 pays sont rassemblés pour des travaux préparatoires à la conférence de Paris COP21 en fin d'année, qui doit déboucher sur un accord mondial pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré à l'ouverture du dialogue de Petersberg qu'ils n'ont pas le droit d'échouer et qu'il faut s'engager très résolument parce qu'il n'y a pas de solution alternative pour la raison simple qu'il n'y a pas de planète alternative. Nous devons donc faire le maximum en fonction de nos situations et de nos capacités nationales pour permettre un succès à Paris en décembre. Ce succès dépend de nous tous et plus largement
de toutes les parties à la Convention des Nations Unies sur le climat, dont les différentes sensibilités sont représentées ici. Selon Laurent Fabius, un peu moins de 40 pays ont soumis leur contribution pour la COP21. Pour sa part, Barbara Hendrick, ministre allemand de l'Environnement, qui ouvrait la conférence lundi matin avec Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a approuvé qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Elle a déclaré qu'il y a une obligation morale à lutter contre le dérèglement climatique vis-à-vis des générations futures et des personnes déjà touchées par le réchauffement. Rappelons que la volonté de Berlin de réduire d'ici 2020 de 40% les émissions allemandes de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Une actualité culturelle dans ce journal, la chanteuse ougandaise Jemima a déclenché un véritable scandale avec la sortie de son dernier clip vidéo dans lequel elle apparaît en petite tenue. Malgré le fait qu'elle ait fait le bonheur de ses fans avec la dite vidéo, des conservateurs ougandais l'accusent tout de même de pornographie. Suivant ce reportage de nos confrères de l'AFP. Sur le chemin qui la ramène chez elle, dans ce bidonville de la banlieue de Kampala, la chanteuse ougandaise Jemima Kansime a longtemps rêvé de devenir une star internationale. Il y a quelques mois, son vœu est devenu réalité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Sous son nom de scène Panadol ou Basaja, médicament pour les hommes en français, Kansime a mis en ligne l'an dernier un clip musical fortement inspiré par des artistes comme Rihanna. Cela a été une très mauvaise expérience pour moi. D'abord, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre et si quelque chose de positif pouvait en ressortir. Mais lorsque l'on m'a arrêté et que je me suis retrouvée en prison, les conditions étaient terribles et j'ai regretté ça. Ça a tourné au désastre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais simplement voir si cela allait aider ma musique à se vendre. Le clip de Kansime a déplu aux conservateurs ougandais, qui y voit une violation de la loi anti-pornographique entrée en vigueur en février 2014. Elle interdit notamment aux femmes de montrer leurs jambes ou d'afficher un décolleté trop plongeant et vient s'ajouter à un arsenal législatif de plus en plus répressif qui vise aussi les homosexuels. Pour ses poses suggestives, la jeune fille de 21 ans a écopé de 5 semaines de prison avant d'être libérée sous caution. Nous avons agi contre cette personne tout d'abord en raison de son âge. Elle faisait cela consciemment, elle n'était pas pervertie ou dépendante ou influencée par d'autres facteurs. Donc elle faisait cela en toute conscience. Elle s'est servie de son corps pour divertir le monde entier et nous avons trouvé cela inacceptable. Plusieurs voix se sont élevées depuis pour dénoncer une régression des droits des femmes dans le pays. La loi anti-pornographie vise principalement les femmes vulnérables. Elle ne vise pas les membres du Parlement qui ont passé cette loi, qui conduisent des Land Cruisers et vont faire leurs courses avec leurs familles dans des centres commerciaux huppés. Elle vise les femmes qui font les magasins en centre-ville, où se trouvent les groupes d'autodéfense, les femmes qui utilisent les transports en commun, les femmes vulnérables. En attendant son procès, prévu pour la fin du mois, Kansime continue de faire de la musique, chantant désormais les problèmes d'une jeunesse au chômage. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Je vous l'annonçais au début de ce journal dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir. Huyen Labaga nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de la situation politique en République démocratique du Congo où l'opposition vient de rejeter le dialogue proposé par le président Joseph Kabila. Juste derrière cette transition, nous nous retrouvons. Depuis plusieurs semaines, le régime Joseph Kabila essaie de se rapprocher de l'opposition pour un dialogue politique, une perche refoulée par les principales formations hostiles au pouvoir en place qui estiment que c'est un stratagème pour se maintenir aux commandes du pays au mépris de la norme suprême, la Constitution. Huyen Labaga. Lundi,
Des représentants d'une dizaine de partis de l'opposition ont annoncé dans une déclaration commune qu'ils ne prendront pas part au dialogue politique proposé depuis plusieurs semaines par Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Le régime en place tente de se rapprocher des contre-pouvoirs congolais. Joseph Kabila aurait dépêché à cet effet un émissaire pour rencontrer les principaux leaders de l'opposition afin de les convaincre de la nécessité de ces échanges entre le camp Joseph Kabila et toutes les formations qui lui sont opposées. La déclaration de l'opposition a été lue au nom du mouvement Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et de l'Union pour la Nation congolaise, parti de Vital Kamerhe. Ces opposants estiment que par le biais du dialogue qui leur est proposé et pour lequel aucune modalité n'est précisée, le président Joseph Kabila ambitionne de créer une transition en République démocratique du Congo qui déboucherait sur un glissement du calendrier électoral. Un cas de figure inadmissible pour l'opposition car il retarderait la tenue des élections prévues à partir du mois d'octobre prochain et maintiendrait Joseph Kabila à la tête du pays après 2016 à l'encontre des arrêtés constitutionnels. L'opposition prête au chef de l'État au pouvoir depuis 2001 l'intention de violer la loi fondamentale pour continuer à diriger la RDC après son deuxième mandat électif. Des manifestations hostiles à cette ambition hégémonique avaient été réprimées dans le sang en janvier dernier à Kinshasa et dans d'autres localités du pays. Dans une correspondance adressée à Jean-Marie Guéhéno, président de l'International Crisis Group, le gouvernement congolais estime que la participation de la commission électorale, de tous les partis politiques, de la société civile, des bailleurs de fonds et partenaires internationaux est une condition sine qua non pour le bon déroulement des échéances électorales à venir. Le régime en place aura visiblement fort à faire pour obtenir l'accord des opposants qui ne souhaitent nulle autre chose que le départ de Joseph Kabila Kabange. Yala Baga, bonsoir. Bonsoir Dina. Bienvenue sur le plateau du journal de 20h. Merci. Alors, Joseph Kabila ne s'essouffle plus, sinon pas, ça se voit. On regarde la situation qui prévaut. Ce n'est pas la première fois qu'il tente de se rapprocher de l'opposition, mais pourquoi il insiste ? Je crois que si le président Joseph Kabila insiste sur cette rencontre, sur ce dialogue avec l'opposition, c'est que certainement il a des pressions de la communauté internationale qui regarde quand même ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que, pour rappel, depuis le mois de janvier, il y a eu des massacres, des manifestations de l'opposition qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu des arrestations de plusieurs activistes du fait que l'opposition est hostile à l'idée d'un troisième mandat de Joseph Kabila qui irait à l'encontre de la Constitution. Donc pour Joseph Kabila, c'est certainement une tentative de calmer les ardeurs des opposants, essayer de les convaincre, essayer peut-être de leur proposer un gouvernement d'union nationale ou une quelconque transition. C'est une démarche qui vise à convaincre l'opposition et à faire en sorte que l'hostilité qu'ils affichent puisse cesser. Visiblement, il n'arrive plus à se faire entendre de ces différents partis politiques, justement, de l'opposition congolaise. Et on a même envie de penser qu'il n'arrive pas à se faire entendre parce que ce monde entier dénonce quand même le fait qu'il souhaite se représenter, ce qui est quand même dangereux dans cette position. Est-ce qu'il est capable de renoncer aujourd'hui ? Dire que Joseph Kabila renoncerait à un troisième mandat est un peu fortuit parce que déjà, il ne s'est pas officiellement déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est un peu le cas du Burundi il y a quelques mois. L'opposition et la société civile s'insurgent contre une idée qu'ils ont créée et qui porte à croire que le président de la République veut se présenter pour un mandat. Mais en même temps, quand on regarde les faits, tout nous laisse penser que c'est vraiment l'intention de Joseph Kabila parce que les manifestations sont réprimées, comme je venais de le dire. Des activistes qui veulent le respect de la démocratie sont emprisonnés. Des radios sont fermées, l'Internet a été coupé à Kinshasa, les liaisons téléphoniques des opposants ont été perturbées. Donc rien n'apporte un démenti quant aux affirmations ou aux idées conçues par l'opposition et la société civile. Et tout porte à croire que Joseph Kabila va s'entêter et va vouloir se maintenir au pouvoir envers et contre tout. Mais justement, Uriel, si on s'en tient à ce que vous venez de dire, on a envie de s'interroger, ce sera peut-être la dernière question. Est-ce qu'on peut craindre de nouvelles manifestations au style en RDC ? Je crois que le cas Burundi va faire jurisprudence parce que si
comme Nkurunziza, Joseph Kabila s'entête, forcément les manifestations ne vont pas diminuer. L'opposition va continuer à appeler à manifester de manière pacifique parce que c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les personnes hostiles à l'idée d'un troisième mandat de Joseph Kabila descendent dans les rues, manifestent pacifiquement, mais à chaque fois les manifestations sont réprimées. Donc je crois que là, la déclaration lue par l'opposition qui a refusé, qui a rejeté le dialogue proposé par Joseph Kabila, les principaux leaders qui constituent ce groupement de partis politiques-là sont Jean-Pierre Bemba, qui est, nous le savons, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y a Vital Kamerhe qui a une affaire judiciaire en cours et qui pense que c'est une machination du pouvoir pour l'écarter de la course à la présidentielle en 2016. Donc je crois que les opposants, les leaders de l'opposition congolaise ne vont faire, si Joseph Kabila s'entête, ne vont que inciter, continuer à appeler, à manifester et à tout faire pour que Joseph Kabila quitte le pouvoir. Justement, Uriel Abaga, je crois que notre rédaction continuera à suivre cette actualité. Merci d'être passé sur le plateau du journal de 20h. Je rappelle que ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué: Burkina Faso, Thomas Sankara, la version de Mariam Sankara entendue par la justice burkinabé depuis lundi. La veuve du capitaine Sankara a été auditionnée. Objectif: mettre la lumière sur l'assassinat de son époux en 1987, une situation qui permettra à la famille de faire le deuil. Côte d'Ivoire, économie, enfin une usine de chocolat à Abidjan. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a inauguré ce lundi la première usine de transformation de beurre de cacao du pays, un progrès considérable pour le premier producteur mondial de cacao. Gabon en santé, l'hypertension artérielle frappe 30% d'élèves gabonais. C'est une étude du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Libreville qui vient de le révéler, un pourcentage alarmant pour la jeunesse de ce pays. Et dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Uriel Abaga était avec nous sur ce plateau pour nous parler de la situation politique en République démocratique du Congo où l'opposition vient de rejeter le dialogue proposé par le président Joseph Kabila. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.